Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Nikeya Talk, toujours en compagnie de Johan cette semaine où on poursuit un petit peu notre série de lancement où l'on parle de la préparation à la compétition. Donc on revoit les bases de la programmation en force athlétique, l'idée de vouloir durer. Ensuite, la semaine dernière, on a discuté les conditions de réussite d'un picking, d'un bloc pré-compétition. Et on finit un petit peu cette trilogie avec le jour de la compétition, réussir sa compétition. Encore une fois, un sujet vaste, mais qui est cadré, puisque on est tous égaux face aux demandes de la compétition, qu'on soit compétiteurs régionaux, nationaux ou internationaux. On va avoir les mêmes demandes, ça va être les mêmes process. Et bon, il y aura évidemment la compétitivité forcément intrinsèque à la compétition, le classement qui va interférer, mais au final on suit à peu près les mêmes process du plus petit jusqu'au plus haut niveau international. Malgré tout, il y a quelques petites différences qu'on va évoquer. Mais vraiment, le mot-clé pour ce podcast et pour ce sujet, c'est vraiment l'idée de la préparation, du game plan, de l'organisation, du plan mental, psychologique, de la préparation, de tous ces points-là. Il faut partir du principe que le travail a été réalisé en amont. Maintenant, on va se concentrer sur les points à optimiser dans l'exécution, les choses à faire et surtout les choses à potentiellement ne pas faire, puisqu'il y a plus de choses à ne pas faire qu'à faire. En réalité, c'est de la gestion très psychologique. On va discuter ça chronologiquement, du taper jusqu'à la veille de la compétition, le jour de la compétition, les processus de début de compétition, de peser, etc., jusqu'à l'échauffement, et enfin évidemment le déroulement de la compétition, les phases de gestion. Encore une fois, vous avez été nombreux à nous répondre. Comme tous les mercredis, je fais un petit Q&A pour récolter un petit peu l'avis du public concernant les sujets qu'on va aborder. Et comme d'hab, vous avez été très réactifs, je vous en remercie. Comment vas-tu, Johan ? Je vais bien, même si je suis un peu triste. Toi, t'as l'habitude qu'il fasse pas beau en Estonie, mais là, depuis quelques jours sur la Côte d'Azur, là, il fait gris. Je dirais pas qu'il fait pas beau en Estonie, je dirais plutôt que il fait la température du nord estonienne, c'est-à-dire qu'il neige tous les jours depuis deux bonnes semaines maintenant. Et c'est pas désagréable, c'est beaucoup mieux que... Non, c'est pas beaucoup mieux, mais bon. Ouais, j'ai mes raisons, d'accord. Je suis là parce qu'il faut que je sois là. Bon. Donc, ce point un petit peu de la réussite de la compétition, ça évoque quelque chose en particulier en intro pour toi ou... Bah ouais, carrément. C'est pour moi la compétition, c'est le résultat de ces mois, ces semaines, c'est pour certains des années d'entraînement. Donc, faut sortir de là au moins satisfait de ce qu'on a pu produire. Et pour ça, ça demande un minimum d'organisation. Donc, on va évoquer tout ça dans ce podcast. Ouais. On va attaquer chronologiquement. On va entamer avec le taper. Bon, j'appelle ça le taper, mais bref, c'est la semaine qui va précéder la compétition. Pas tant dans la construction de ce taper, mais plutôt dans les choses à faire et à ne pas faire. Déjà, la première des choses, quand on évoque une compétition, c'est qu'on a un plan qu'on essaye d'exécuter. On a des chiffres en tête, au moins ceux qui vont émaner des données que vous allez récolter pendant la période de picking, la période de préparation. Mais aussi vos objectifs, vos aspirations, vos attentes par rapport à la compétition. Il va falloir créer un game plan. Est-ce que on peut revenir sur les fondamentaux d'un game plan, comment ça se construit, cher Johan? Bah, quand tu sors de ton picking, tu as des performances qui ont été validées, soit l'établissement de nouveaux ARM, soit l'extrapolation de nouveaux ARM ou d'égalisation d'anciens, peu importe. Et c'est à partir de là que tout se base. Il faut bien prendre en compte que le taper, c'est pas une semaine magique où derrière vous allez pouvoir faire plus 10 sur tous vos lifts, mais ça vous permet juste d'arriver dans de bonnes conditions physiques à la compétition. Et donc, l'objectif, ça va être plus ou moins de refaire ce que vous avez produit pendant votre picking. Donc, tout se base sur les 1RM que vous avez établis pendant votre picking. Et à partir de là, on construit une démarche ascendante vers l'établissement de son RM en compétition. C'est-à-dire qu'on va commencer par exemple, si on parle en termes de RPE et que vous voulez faire un RPE 10 en fin de compétition, le premier essai va peut-être être 8, 9 le deuxième essai et 10 le troisième.
Euh, mais ça, il faut le prendre en compte dans un aspect plus global de la compétition. C'est-à-dire qu'on peut pas, très peu de personnes peuvent se permettre de faire des 10 à chaque fois sur tous les lifts et que ça se passe bien. Et puis, vous avez aussi l'idée que sur chacun de vos lifts, vous avez des points forts, des points faibles, une capacité à grind, une fiabilité technique avec l'augmentation des standards qui augmente, mais aussi pour certains la pression, l'organisation, la gestion du temps de récupération qui est pas la même. Donc tout ça vous permet de nuancer votre capacité à aller chercher le 1RM euh, sur chaque mouvement. Hmm. À ce sujet, on a Maxime Cole qui nous dit, on avait déjà abordé ce sujet sur le dernier podcast, on va pas forcément beaucoup revenir dessus, mais ne pas viser de barre en particulier, bon, adapter en fonction des essais précédents quand vous serez en compète, mais surtout, bien choisir sa première barre. C'est ce que met en avant Maxime. Est-ce que tu as des clés là-dessus pour bien choisir sa première barre dans la construction du game plan? C'est-à-dire, est-ce qu'on se base sur où est-ce qu'on veut arriver sur le troisième, ou est-ce qu'on prend d'autres choses en considération? On se base sur où est-ce qu'on veut arriver en tant que total sur la compétition, qu'est-ce qui est possible de faire. Et à partir de là, on construit progressivement notre total en gardant un peu sous le pied, mais vraiment très léger à chaque mouvement, pour arriver en pleine possession de ses moyens avec le maximum de ressources disponibles sur le deadlift. Donc c'est là où vous allez pouvoir, pour 99% d'entre nous, c'est là où vous allez pouvoir mettre le plus lourd. C'est là où vous allez pouvoir ajouter vraiment beaucoup plus de kilos à votre total. Donc il faut arriver en pleine possession de ses moyens. Donc on choisit notre premier essai du squat pour pouvoir tirer un maximum du squat sans entamer trop nos ressources. C'est un espèce d'équilibre à trouver entre ce que je dépense dès le début et ce qui va me rester pour la fin de compétition. Hmm. Ouais, choisir sa première barre, c'est l'idée de se mettre dans la meilleure des postures en rapport avec, l'impact physiologique de vos mouvements, donc quel coût ça va avoir en termes d'énergie de faire telle barre, parce qu'une première barre, ça peut être plus ou moins taxant selon votre niveau. Donc cette première barre, il faut qu'elle soit stratégique, il faut qu'elle puisse vous garantir d'avoir une notion de progressivité, et surtout de ne pas vous cramer trop tôt. Donc il faut qu'elle soit assez basse de ce point de vue-là, mais il faut qu'elle soit aussi, entre guillemets, assez haute pour pouvoir faire les jumps adéquats pour arriver à la réussite de vos objectifs. Honnêtement, les premières barres, c'est là où on voit le plus, gros, plus grosse représentation de choses un petit peu diverses et variées, des openers assez élevés, des openers très bas avec un deuxième très gros jump et pourquoi pas un troisième jump plus modéré. Ça va dépendre vraiment de votre profil. Et l'établissement de son propre profil, c'est super important, peut-être même encore plus que l'établissement de voilà, là où je veux arriver, c'est ok, mais comment je vais y arriver, c'est bien choisir déjà sa première barre et comprendre ce qui est bon pour soi ou non, savoir si on encaisse bien les gros jumps, savoir si on a besoin d'un niveau de préparation spécifique élevé, savoir si on encaisse bien les répétitions, le nombre de séries à très haute intensité. Toutes ces choses-là, c'est des points qu'il va falloir voir pour bien choisir sa première barre. Nous, concrètement, on utilise des formules pour calculer des openers plutôt classiques, agressifs. Et le premier, c'est évidemment Conservateur. conservateur, j'ai oublié. Mais bref, conservateur, classique, agressif, une formule qui un petit peu émane de tout ça, couplée à évidemment l'individualisation du profil. Et c'est avec ça qu'on va définir ces trois barres, mais principalement cette première barre. Tu as évoqué le principe de savoir où est-ce qu'on veut finir, du fait qu'on va potentiellement progressivement pousser de plus en plus lourd, entre guillemets, au fur et à mesure de la compétition. Est-ce qu'il y a des interférences entre le squat et le terre à ce niveau-là qui font que, ou c'est juste une notion plus de progressivité au niveau mental, toi, de ton point de vue? Non, c'est plutôt le côté interférence entre le squat et le terre qui engage les plus gros groupes musculaires du corps humain. Et ces groupes musculaires, ils sont les mêmes, utilisés quasiment. En tout cas, les fessiers, les ischio-jambiers, les quadriceps. Après, ça dépend si on peut tirer en tradi, en
pardon, en sumo, ou si on a un squat high bar, low bar, donc tout ça va évidemment varier, mais on a une logique plutôt d'interférence. Je pense que la logique de concentration et de progressivité au niveau mental, elle est la même sur chacun des trois lifts. Euh, ouais, pour moi, elle est similaire sur chacun des trois lifts. C'est juste que physiologiquement, on va s'économiser un peu. Mm. Ouais. Bah après, ça dépendra toujours de vos lifts qui sont les plus forts et les moins forts. Mais même dans mon cas, où j'ai toujours eu un squat proportionnellement très fort par rapport aux autres mouvements, et c'est là où je prenais de l'avance, j'ai rarement toléré le fait de répéter, enfin d'arriver directement sur un deuxième essai à très très haute intensité par rapport à ce que je pouvais faire. Donc en vrai, même si vous avez des points forts, bah, évidemment si votre point fort c'est le terre, ça va être évidemment le game changer, et c'est là où il va falloir maximiser, et là on peut voir des énormes jumps. Mais si vous avez en point fort le squat, le bench, par rapport à la compétition, par rapport à vos concurrents, toujours prendre cette avance et essayer de la sécuriser. Si vous savez que vous entrez dans la compétition avec une plus-value, un bag, essayez d'en tirer le meilleur parti. Et la pire chose à faire, ce serait de construire un game plan autour d'un mouvement en se disant je vais gratter tous les kilos possibles sur ce mouvement, au risque potentiellement de faire des gros jumps. Et si vous avez un deuxième ou un troisième essai de refuser, là vous perdez votre bag d'avance. Donc si vous avez de l'avance en amont de votre soulevé de terre, essayez de capitaliser. Vous avez de l'avance. Si vous l'avez objectivé, vous avez de l'avance, c'est votre point fort. Essayez de construire cette avance-là plutôt que d'essayer d'aller faire le kamikaze et de se jeter sur la meilleure performance possible dans votre tête à ce niveau-là. Et de ce fait, choisir vos premières barres avec soin. Maintenant, il y a peut-être le côté du soulevé de terre aussi, où quand il y a de la concurrence, la première barre, mais même quand il n'y a pas de concurrence, en vrai, votre première barre au terre, elle est modifiable largement durant la compétition, selon vos ressentis après le squat, selon les positions des concurrents. Certes, on va la calculer comme ça de tête de la même manière que ce qu'on calculerait le squat, le bench, le deadlift en termes de formule, mais par contre, oui, il y a une stratégie peut-être un petit peu différente à avoir avec la première barre de terre. Il faut qu'elle puisse matcher pendant que vous êtes à la compétition, il faut qu'elle puisse matcher vos ambitions sur le troisième mouvement, de vos ambitions de classe sur le troisième mouvement, vos ambitions dans le classement. Donc il y a peut-être des petites différences qui vont se faire. Mais tout ça pour dire que il faut préparer son game plan. Il y a une remarque intéressante et je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là, mais c'est l'idée, après avoir fait un bon taper, donc c'est Léo qui nous dit après avoir fait un bon taper, être prêt à faire la guerre à ces 9 essais. Est-ce que c'est quelque chose où tu te retrouves ou est-ce que tu aurais plutôt tendance à être en demi-mesure là-dessus? Non, je suis plutôt en demi-mesure mesure là-dessus. Pour moi, on fait la guerre vraiment sur 3 à 4 essais, et toujours dans cette logique de progressivité. Si vous avez besoin d'employer toutes vos ressources sur votre premier essai, c'est probablement que c'est trop lourd. Si on devait donner un petit repère qui vaut pas grand-chose et qui est individualisé, évidemment, mais votre première barre, elle doit presque se ressentir comme un dernier échauffement, une barre que vous pouvez doubler ou tripler à l'entraînement, selon votre point fort, hein, évidemment, et selon la stratégie que vous avez choisie sur chaque mouvement. Vous êtes toujours dans cette logique de progressivité, et là, ça va peut-être faire le lien avec ce qu'on va dire après, mais au niveau de la concentration, au niveau mental, au niveau des ressources que vous employez, il n'y a pas que l'augmentation de la demande physiologique qui est importante, mais l'augmentation de toutes les ressources dont vous disposez. Ouais. Après, moi, sur le point de vue de maximiser tout ce qu'on peut maximiser sur les 9 essais, ça je suis d'accord. Maintenant, en fait, chaque essai a son intérêt. L'idée, c'est de potentier l'essai d'après à chaque fois. Donc, si l'idée, c'est de mettre une intention maximale sur chaque essai, ça je suis tout à fait d'accord. Maintenant, chaque essai a une fonction et il faut bien l'objectiver. L'idée et de ne pas avoir en tête que vous devez vous overhyper pour un opener. Non, vous devez être sur des sensations de contrôle, sur des repères que vous prenez sur un premier essai, et vous mettre en confiance, c'est aussi pouvoir mettre entre guillemets le maximum de vitesse que vous pouvez dans l'exécution du mouvement. C'est ça qui va vous mettre en confiance, mais voilà, c'est plus des critères de sensation.
Donc si vous avez le mindset qui correspond à je mets le max de mes intentions, mais je dirige bien mes intentions, ouais, là je suis d'accord. Maintenant, si l'idée c'est de prendre toutes les barres comme si c'était la dernière, ça c'est peut-être une erreur à ne pas commettre. Léo qui continue en disant bon bloc de picking, savoir on est niveau perf, être en confiance sans trop non plus. Je pense que c'est c'est un bon résumé. C'est se baser sur ce qu'on a fait sur le bloc d'avant, sur le bloc écoulé, se baser sur ces performances-là. Peut-être aussi se libérer un petit peu mentalement, dans le sens où tout le bloc a été réalisé. Il n'y a pas uniquement les 3, 4, 5, 6, 7 singles que vous avez réalisés qui seront saillants. Il y a tout ce que vous avez accumulé avant. Le taper, il est là pour récupérer, pour avoir cet effet un petit peu de surcompensation. C'est pas évident tout le temps, mais en tout cas, il est là pour ça. Donc, prendre ce qu'on a fait, essayer de voir ce qu'on peut tirer au mieux, mais voilà, pas de prendre trop la confiance non plus. Une compétition comme un bloc, ça se construit. Et enfin, pour finir sur le game plan, on a Seb qui nous dit ne pas venir avec un total spécifique à avoir en tête. Et ça, très honnêtement, s'il y a bien un moment en fait où vous pouvez vous mettre des chiffres en tête, c'est quand même le moment de la préparation du game plan et de la compétition. Et il faut quand même construire ce total un petit peu en amont, il faut l'anticiper un petit peu. Donc bon, si on parle de l'aspect mental et que ça vous atteint, oui. Mais sinon, s'il y a bien un moment quand même pour avoir un total spécifique en tête, je pense que c'est maintenant, non? Ouais, c'est ça. Ça dépend comment lui il le perçoit et comment il l'a dit. Si c'est ne pas avoir de total spécifique en tête, en mode on a toujours un total de rêve si tout se passe bien à 100% et tout baser là-dessus et être déçu si ce total il se réalise pas. Si c'est comme ça qu'il l'a dit, si c'est comme ça qu'il le pense, je suis d'accord avec lui. Maintenant, évidemment, faut pas venir à la compétition sans avoir une idée de ce que vous allez faire et prévoir un peu tous les scénarios. C'est ce qu'on fait avec nous, avec nos stratégies classiques, agressives, conservateurs. Tous les scénarios d'évolution sur chaque mouvement, la progressivité que vous voulez mettre sur chaque mouvement ou non. Pour moi, c'est primordial. D'avoir au moins une fourchette de totaux réalisables quand on arrive sur place. Ouais. Et puis chaque compétition a sa thématique, hein, comme on l'a dit pendant les 2 derniers podcasts, il y a une notion de thématique à chaque bloc et il y a forcément des compétitions qui auront des thématiques un petit peu différentes que les autres. Toutes les compétitions ne sont pas là pour forcément avoir euh, une exertion de force maximale de chez maximale, gratter tous les kilos. Il y a des compètes où on va vouloir se mettre en route. Ça peut être techniquement pour les plus débutants, ou ça peut être juste pour lancer la saison, ou caler des minima juste qu'il faut, etc. pour les plus gros compétiteurs. Mais dans tous les cas, il faut avoir un total en tête pour ça. Il faut avoir des minima en tête, il faut avoir des objectifs. Donc, à la limite, si vous avez un moment où vous vous mettez des chiffres bien dans le crâne, c'est un petit peu déjà pendant le picking, même s'il faut y aller mollo. Mais après, c'est surtout votre compétition, pas votre semaine de compétition. Il faut avoir ça en tête. Voilà pour le game plan. Maintenant, on va passer aux recommandations à faire sur la semaine de compétition en général. Et un point que je voulais aborder, c'est surtout le point crucial de ne pas faire de modifications techniques. Le taper, ça va être peut-être le moment où vous allez souvent vous sentir presque le plus mal de toute votre préparation, puisque vous avez vraiment développé des adaptations très très fortes. Vous avez sûrement des inflammations qui sont créées, des petites limitations, des raideurs. Et c'est peut-être sur les 2-3 premiers jours de votre taper, vous allez vous dire waouh, je suis mort de chez mort. Là, c'est sûr que si je mettais mon 1RM, je ne serais pas en capacité de le faire. Et souvent, avec ce haut niveau d'adaptation spécifique qu'on a développé, en fait, tout le reste, tout ce qui va sortir de ce range spécifique, va sembler être très confortable. Ça peut être un ajustement de grip, ça peut être un ajustement de position de pied, ça peut être des ressentis, des manières de brace, etc. Mais ne changez surtout pas. Ça, c'est vraiment un fail flag. C'est une bonne mauvaise information, si vous voulez. Forcément, tout va paraître mieux que vos mouvements que vous avez développés pendant tout le bloc de picking, les blocs de développement auparavant. Tout va sembler être plus confortable que ça, mais c'est vraiment pas le moment pour faire des ajustements à ce niveau-là. Là, on a Ben qui nous dit ne pas passer en tradi si on s'appelle pas Ashton Rouska. Ouais, c'est sûr que là, on parle de gros ajustements, mais vraiment ne faites pas le moindre ajustement technique, même si ça vous semble être mieux. À la limite, vous le gardez en tête et pour le bloc d'après, vous pourrez en parler, mais tout va sembler meilleur
que ce que vous avez développé avec acharnement pendant 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines. Donc ça c'est super super important. Et moi, ça m'est arrivé. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Non, je pense que t'as tout dit. C'est vraiment pas le moment où il faut tirer des enseignements pendant le taper. C'est vraiment le moment où il faut trust the process, comme on dit, et faire le bilan. Yo, bro! Il faut faire le bilan de la compète et de la préparation de la compète à la fin de la compète et pas en plein milieu du processus, quoi. Hmm. Ouais. Et c'est pareil à la compétition, hein. On va y revenir après, mais pendant votre échauffement, pendant vos premières barres, c'est pas le moment où il faut Mm. dire, soit à vous, soit à votre coach, tiens, j'ai remarqué ça, ce serait pas mal qu'on fasse comme ça à ce moment-là. Ou pire, ouais, alors je me suis entraîné entre petit doigt sur l'anneau et index sur l'anneau, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça, c'est peut-être encore pire. Mais oui, surtout ne pas changer grand-chose. Si vous voulez changer quelque chose, c'est peut-être dans votre tête, hein. C'est vraiment tout l'intérêt de la semaine de taper, c'est la préparation à l'effort. Et ça passe déjà par des points un peu plus tangibles. Déjà la régulation des excitants. Donc tout ce qui va être nootropique, neurotransmetteurs activateurs, etc. Va falloir les calmer, va falloir récupérer un petit peu une capacité à s'exciter. Vous sortez d'une période où vous avez mis la tête dans une machine à laver. Voilà, timer un petit peu plus les excitants, calmer surtout les dosages. Voilà, est-ce que tu as des exemples là-dessus, Johan? Bah, j'ai envie de dire comme tout dans cette préparation, tout a été préparé, tout a été cyclé, et c'est la même chose pour vos excitants, euh, votre hydratation, etc. Faut tout recycler en fait. Et dans votre période de récupération, ça sert à rien de pousser les excitants au maximum. Tout ce que ça va vous apporter, c'est de mentalement être déçu avant la compétition. Parce que vous êtes beaucoup hypé, vous avez apporté beaucoup de ressources, vous vous êtes dit, putain, j'ai pris de la caféine, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai fait ça. Et au final, je me sens toujours pas aussi bien. Et c'est à ce moment-là que les doutes et les idées de changement, elles arrivent. On se dit, bon, bah, ça veut dire que ça vient pas de là, ça vient pas de ma supplémentation, ça vient pas de ça. Ah, bah, je vais voir du côté technique si je peux changer quelque chose, ou telle approche, ou tel matériel. Il y en a qui arrivent avec une nouvelle paire de genouillères le jour de la compétition. Bon, voilà. C'est vraiment pas le moment, quoi. Hmm. Ouais, prenez le point de vue que le taper, ça va vraiment être la gueule de bois de toute votre soirée de la veille qui est le picking concrètement, et que vous allez remettre tout en question si vous n'avez pas la bonne mentalité à l'approche de ce taper. Donc la régulation des excitants, ça prend quelle forme? Bah, déjà c'est baisser les dosages. Si vous avez dosé comme il se doit la caféine, les excitants, de manière générale, le mieux c'est quand même d'utiliser des excitants euh, qui ont un impact sur le système nerveux, parasympathique, sympathique, donc plantes adaptogènes, etc. Ça déjà c'est une recommandation générale, mais après rien qu'au niveau dosage, bah, cycler, même franchement, coupez tout pendant la semaine de taper. Coupez tout de A à Z en termes d'excitants, ou si vous n'arrivez vraiment pas à fonctionner de manière générale, que vous êtes un peu un junkie, bah, à la limite, cycler un petit peu, mettez les doses minimales effectives juste pour être fonctionnel, si tel est votre cas, mais dans l'idée, coupez-les. En fait, c'est là que vous allez vous rendre compte, être très objectif par rapport à l'état de votre corps, mais surtout que c'est là que vous allez recréer une capacité à vous exciter au moment où vous devez vous exciter. Le taper, c'est pas le moment où on doit s'exciter. On va pas forcément faire que des efforts sous maximaux. Il y aura peut-être une période où un début de taper où ça va quand même être relativement intense, mais normalement c'est dans une zone de contrôle. Donc vous devriez être en capacité de le faire sans avoir besoin de vous hyper, de vous exciter. Et c'est là où vous allez avoir peut-être plus de... Vu que vous allez être très aware au niveau de votre état physique, état mental, bah vous allez être plus dans l'introspection. Et par défaut, ça va vous mettre dans une position où, ok, il faut que je fasse telle chose pour être en bonne position à la fin du taper et au début de la compétition. Donc gérez vos excitants. À force d'en avoir consommé tout le picking, vous allez plus être très lucide et c'est le moment de reprendre en lucidité, quoi, avant de partir à la guerre, comme on dit. D'ailleurs, vous n'avez pas posé de questions, vous n'avez pas fait de réflexion par rapport aux excitants, alors que c'est très très important, donc vous devriez le considérer un petit peu plus. Par contre, on a une question du côté de la gestion de la water cut. Alors, c'est pas l'objectif de ce podcast de détailler exactement comment faire une water cut, comment la réussir.
On a Carvan qui nous dit, bon déjà il faut avoir un bon mental, c'est vrai, mais surtout une cut bien faite, voire pas de cut. Est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que c'est un point crucial de faire une cut ou pas faire une cut pour réussir sa compétition de ton point de vue? Bah, tout dépend de quel niveau vous jouez et quels sont les enjeux de votre compétition. Au niveau régional, moi je vois pas d'intérêt de faire une cut si ce n'est pour aller chercher des qualifications. Est-ce que la water cut permet d'atteindre ces objectifs élevés de compétition, soit atteindre des minima, soit jouer des places à un championnat de France, jouer des qualifs peut-être internationales, etc. Si c'est pas le cas, moi je suis pour ne pas calculer votre catégorie de poids et juste arriver en pleine possession de vos moyens et ne pas gérer la water cut. Maintenant, si vous avez des objectifs précis et qui demandent de passer par cette étape, là, ça n'a plus rien à voir. Déjà, essayez de faire la water cut la moins impactante possible, donc de rester allez, en dessous des 2 kilos de plus par rapport à votre catégorie. Ça, c'est forcément à minimiser. Plus vous êtes bas en poids, plus vous êtes dans les petites catégories, plus à minimiser. Vous pouvez viser 1 kg, 1,5 kg de water cut. Plus vous êtes dans les poids lourds, plus ça va être facile. Tout est relatif en fait. Si vous perdez 2 kilos pour entrer en 59, ça va être énorme au niveau du pourcentage de votre poids de corps. Si vous en perdez 2 pour entrer en 120, bon, ça peut aller quoi. Vous divisez par 2 le pourcentage de poids de corps que vous perdez. Mhm. Bah, en fait, c'est vraiment la question du niveau hein, qui va compter là-dedans. Pas de cut ou cut. Si vous avez un vrai avantage à descendre en KT, enfin, en tout cas à faire votre water cut, et qu'en plus vous avez un avantage à vous entraîner à un poids de corps plus élevé et qu'il y a des objectifs de compétition, bah, la water cut, elle va faire, enfin la water cut. Le cut, de manière générale, va faire partie de vos considérations. Il va falloir jouer avec. Maintenant, c'est vrai qu'on voit beaucoup trop d'athlètes se poser les questions est-ce que je fais la compète en 83 ou en 93 alors que le mec il est à 200 kg des minima. Alors là, arrêtez vos bêtises. Oubliez ça et ça, de toute façon, vous devez le préparer même au début de votre picking, hein, même avant. Vous construisez votre poids de corps et votre gestion de poids de corps. Si vous tenez absolument à participer dans une KT mais que vous êtes loin des minima et juste vous voulez dire je rentre dans cette KT, bah non, faites pas de cut, enfin faites pas de water cut, faites une cut en amont, rentrez dans votre KT de manière naturelle, c'est bizarre à dire, de manière classique, Euh, mais non, ne vous mettez pas à l'idée j'ai 400 de total, là je fais 85 kilos, vite, est-ce qu'il faut, coach, est-ce qu'il me faut une water cut ou quelque chose comme ça? Vous n'en avez pas besoin. Si vous tenez absolument à rentrer dans une KT, vous le faites en amont. Et si vous arrivez proche de minima, etc., là on commence à discuter et ça se prépare en amont. Un point très important qui va revenir sur toute la semaine de votre compétition, c'est la préparation à l'effort. Il y a le versant physio, donc tout ce qui va être fait sur le taper, tout ce qui peut être fait au niveau kiné, mouvement, etc. D'ailleurs, est-ce que, ça je coupe le fil, mais est-ce que tu recommandes l'ostéo la semaine de la compétition, toi, ou pas? Non, je le recommande post-compétition surtout. Hmm. Moi, je pense que. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire de l'ostéo pré-compétition. Je pense qu'il faut que vous calculiez. Déjà, il faut faire le ratio de à quel point je souffre physiquement et à quel point je vais pouvoir récupérer pendant ma semaine. Mais surtout, si vous êtes, je sais pas, si vous avez des trucs du style, vous êtes hyper lax, vous avez le bassin qui est très mobile, qui peut se déplacer facilement. C'est pareil pour les paravertébraux, pour si vous avez des pathologies qui traînent avant. Surtout si vous avez beaucoup de pathologies en amont, dites-vous que une grosse manipulation ostéopathe peut potentiellement changer pas mal de choses au niveau de votre ressenti par rapport à votre corps. Si vous avez la hanche là et la hanche là, et que votre ostéo même il réajuste un petit peu vos sensations, vous avez l'impression d'être déjà beaucoup plus équilibré, etc. Bah en fait, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées à faire avant la compétition que d'aller voir l'ostéo pour faire la grosse manip. Par contre, tout ce qui est massage musculaire, peut-être même aussi quelques manipulations mais légères pour libérer potentiellement les nerfs, faire du floss, etc. Ça je vous le recommande. Mais ouais, l'ostéo, c'est un sujet clivant. Moi, j'ai fait des grosses séances d'ostéo avant des compètes. Honnêtement, j'ai jamais ressenti de mauvais feedback à ce niveau-là. Par contre, c'est le timing. Hein. Le faites pas
48 heures avant votre compétition, ça se fait au bon moment, faut choisir le moment de le faire, quoi. Mais du coup, j'étais parti plus sur le côté préparation donc physique, ça rentre dans le cadre, mais surtout la préparation mentale et logistique. Et les deux sont intrinsèques dans la préparation de la compétition. En fait, il faut se préparer à ce que vous allez faire. Même les choses les plus triviales, jusqu'aux efforts les plus intenses, il faut utiliser quelques outils de préparation mentale pour vous préparer à ça. Vous pouvez avoir, chacun à sa psychologie, à son neurotype et se prépare différemment à une échéance, à quelque chose d'aussi stressant. Mais dans tous les cas, il faut avoir un minimum de niveau de préparation par rapport à votre profil. Il y a des gens qui ont besoin de tout voir en amont, il y a des gens qui ont besoin juste d'avoir les petits marqueurs qui seront importants à avoir en tête en compétition pour ne pas se retrouver dans une position où on frise, parce que vous allez être naturellement plutôt stressé, et vous n'allez pas forcément être en capacité d'avoir des ressources, des plans A, des plans B, des plans C, parce que vous n'êtes pas dans cette optique-là. Donc il faut vous préparer mentalement. Est-ce qu'on peut lister peut-être quelques outils de préparation mentale pour la semaine de la compète au moins? Ouais, pendant le taper, moi j'ai l'habitude de dire à mes athlètes que c'est la semaine de répétition générale, comme si tu faisais partie d'une troupe de théâtre. Voilà, c'est la dernière répétition, donc il faut s'ancrer en fait dans une routine. Donc l'établissement de routine, ça va vous permettre de gagner de la confiance le jour de votre compétition. Donc faire exactement la même routine d'échauffement, prendre les mêmes repères sur votre banc, faire exactement la même chose en fait. Ça, c'est un premier point. L'établissement de routine, c'est un peu sous-coté à mon sens, mais vraiment, ça donne de la confiance, ça te permet à se rattacher dans un environnement inconnu à des choses que l'on connaît et qu'on maîtrise à 100%. Hmm. Ensuite, pour se préparer à tout ce qui est, on va dire, emploi du temps de la compète, la première chose, c'est l'anticipation et peut-être d'essayer de se noter ou de prévoir un agenda de la journée. Bon, bah, de telle heure à telle heure, je suis dans la voiture. De telle heure à telle heure, ah, il y a la pesée, donc il y a ça à faire. De telle heure à telle heure, bah, entre la pesée et le début de la compète, bah, je fais pas rien. J'ai quelque chose à faire, j'ai sûrement du refill. À partir de telle heure, je dois partir de m'échauffer parce que je sais qu'avec ma routine, elle me prend tant de minutes pour m'échauffer. Puis après, j'ai tant de minutes pour monter en gamme jusqu'à peu près ma barre d'ouverture. Donc ça, faut le calculer aussi pendant son picking et pendant sa semaine de taper. Donc voilà, prévoir un petit emploi du temps de la journée. Et puis ensuite, bah, c'est la pratique mentale au sens large. Ça peut être de la visualisation, de l'imagerie, mais pas que. Souvent, on se concentre que sur l'image et se voir réussir, se conditionner à la performance, euh, mais essayer d'imaginer le plus de détails possible, que ce soit visuel, auditif, kinesthésique, la sensation de la barre sur le dos, le son des arbitres, potentiellement l'ambiance, si vous connaissez le lieu, si vous savez que c'est un tout petit lieu assez étriqué, il va pas y avoir de monde, ou si par exemple de plus en plus on a des grandes manifestations avec beaucoup de public, de la musique, de l'ambiance, essayez de vous conditionner à tout ça. Voilà, Hmm. pratique mentale au sens large, c'est vraiment un point clé. Ouais. Et surtout, euh, travailler sur le fait que tous ces éléments-là, qui peuvent être vecteurs de stress quand on sait qu'on va arriver à la compétition et que on voit ça potentiellement comme des embûches à la performance, le fait que la salle elle soit petite, très grande, beaucoup, pas beaucoup d'ambiance, ça peut être des vecteurs de stress, mais surtout travailler en fait pour baisser ces niveaux de stress. Plus vous allez travailler sur votre imagerie, sur j'arrive, je pose mon sac, je fais ça, plus vous allez essayer de visualiser le maximum d'éléments, plus en fait votre tolérance à cet environnement va être élevée, surtout au niveau du stress. Parce que très naturellement, on se dit oh là là, ça va être le bordel, égale stress. Ok, mais est-ce qu'on peut pas faire un travail d'imagerie, de répétition, on ferme les yeux, on travaille sur la respiration nasale profonde, on fait quelques cycles de respiration, on essaye de s'imaginer le moment, et si ça génère du stress, on essaye de se dire ok, d'accord, ça génère du stress, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ce stress, et juste s'exposer à ça progressivement au fur et à mesure de la semaine peut être un gros vecteur de réussite de votre compétition, parce que vous savez comment ça se passe, et vous savez surtout comment vous allez plus ou moins réagir. En tout cas, vous pouvez vous y préparer un petit peu.
malgré tout, on peut pas se préparer à tout. En tout cas mentalement, on peut pas tout voir mentalement, sinon on vivrait tous dans notre imaginaire parfait. Donc il faut aussi une part de préparation logistique. Et là, on va progressivement arriver sur la veille de la compétition. On a beaucoup de questions enfin de réponses plutôt, autour de tout préparer en amont, qu'il n'y ait pas de facteur inconnu, donc ça on est revenu, et surtout la partie meal prep, refeed post-pesée, timing, d'échauffement, etc. Mais surtout la partie meal prep, refeed. Effectivement, ça, vous préparez logistiquement la compétition, c'est le minimum. Voilà. Soyez pas psycho-rigide là-dessus non plus, mais prenez les éléments en amont, faites une liste des choses que vous avez, que vous n'avez pas, et qui vous seront utiles au moment de votre compétition. Et préparez ça tout simplement. Ça vous enlèvera toute une partie de stress de oh purée, j'ai pas pris mes glucides rapides, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a de la malto ah, vous n'avez pas de malto, bon bah c'est pas grave, je vais prendre des bonbons. Enfin, non, préparez ce qui vous convient en amont. Voyez avec votre coach ce qui va pas dans votre meal prep de manière générale, votre refill post-pesé. Ça c'est important. Est-ce qu'il y a il y a des exemples là-dessus sur lesquels tu veux revenir? Je dirais qu'il y a quelques essentiels sur lesquels on peut pas se tromper pour le refeed. Un, l'hydratation. Parce que même si, bon, si vous avez fait une water cut, ça c'est évident que c'est primordial, mais en général, pour votre compète, vous allez avoir besoin d'hydratation, vous allez un petit peu transpirer, mais surtout, vous allez faire appel à des hauts niveaux de dépolarisation nerveuse, donc d'action nerveuse, et donc ça inclut la mise en jeu de beaucoup de sels minéraux. Donc vous pouvez aller voir du côté des électrolytes, compléter votre boisson avec des électrolytes. Ça, c'est essentiel. Après, il y a le facteur de l'énergie, plutôt avec les glucides. Donc pouvoir refill avec deux types de glucides, plutôt à index glycémique bas pour tenir sur la durée et avoir de l'énergie. Et puis, il y a l'excitation, donc avec peut-être un surplus d'énergie avec des glucides très rapides, la maltodextrine. Bon, pour certains, ça peut se trouver dans les bonbons, mais c'est pas l'idéal. Et vos excitants, la caféine, peut-être la guarana pour éviter d'avoir un crash. Et ouais, pour moi, ça, déjà, si vous avez ces points-là, bon, votre refeed, il est optimal, quasiment. Hmm. Ouais. N'oubliez pas que l'hydratation, ça reste la chose primordiale, et elle est triphasique, donc évidemment la quantité d'eau, mais il y a aussi la quantité de sels minéraux, donc calcium, magnésium et aussi potassium pour le potentiel d'excitabilité du système nerveux, donc reprendre ses capacités à ce niveau-là, et il y a la partie aussi sucre, comme ça dit, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a la partie sucre, c'est triphasique, et c'est ça votre premier focus, surtout si vous avez fait une cut. Et surtout, gérez bien l'apport, la proportion liquide-solide dans votre refeed. Ça, c'est important. Ne pas se prévoir 1 kg de riz, ce n'est pas nécessaire. Vous allez être ballonné comme jamais. Essayez, ça dépend. Après, il y a des gens qui tolèrent pas très bien les apports plus liquides et qui vont se retrouver aller aux toilettes direct. Mais prenez des infos à ce niveau-là et essayez d'avoir une proportion qui est mesurée entre les deux pour que vous ayez le maximum de refeed, en somme, de réhydratation, de nutrition essentielle, avec un ratio sur lequel vous serez le moins ballonné possible. C'est tout bête, hein, mais bref, le fait d'assimiler rapidement et le fait d'être prêt à exécuter derrière, parce que quand vous allez arriver sur votre compète, vous allez avoir 1h30, 2 heures de refeed, et après vous allez partir à l'échauffement, et c'est pas énorme. Donc anticipez ça bien, ne prenez pas trop. Vaut mieux, enfin ça sert à rien. De toute façon, vous prenez toujours trop. Même quand on veut pas prendre trop, on prend toujours trop et on reste toujours avec plein de trucs sur les mains. Donc ne prenez pas trop, prenez les essentiels. N'essayez pas d'aller chercher des trucs un peu zarbi sortis derrière les fagots. Je vais essayer le ginseng aujourd'hui parce que ça me paraît bien. Non, prenez les choses avec lesquelles vous avez le maximum d'habitude et qui sont le plus optimisées pour vous amener à performer derrière. Et ça, c'est largement individualisable, même si il y a des grandes lignes à suivre. Et il y a le point aussi de... Alors, je ne sais pas exactement comment le traiter, ça, je ne sais pas si tu as des questions là, enfin, des réponses là-dessus, mais on a Sony qui nous dit avoir un entourage et des proches pour nous aider et soutenir. À quel point la préparation d'avoir une équipe avec soi serait important pour soi sur la compète. Après, on va passer sur le point du sommeil et de la compétition. Alors ça, il y a deux points en fait dans lesquels est intervenu. Il y a la question du soutien moral et psychologique, et ça
Ça, c'est un peu individuel. Donc ça, c'est vraiment à quel point vous avez besoin de quelqu'un qui vous encourage, à quel point vous avez besoin de vous sentir en confiance, d'avoir des gens, des repères dans la foule, dans le public, etc. Donc ça, c'est vraiment des préférences. Et après, il y a la question de l'aide et plutôt de l'organisation. Et ça, c'est primordial d'avoir quelqu'un pour vous aider à tout gérer, en fait. Parce qu'en compétition, vous avez un capital de départ, d'énergie, de concentration, et puis vous allez l'égrener comme ça, le dépenser, bon, bah alors, un peu dans le refill, un peu dans la sélection de barres, un peu dans ci, un peu dans ça, un peu dans la gestion de matériel, un peu dans le timing de l'échauffement. Et si vous arrêtez de dégrainer et que vous remettez juste cette responsabilité sur quelqu'un de confiance et de qualifié surtout, qui peut prendre ça en charge, bah derrière vous avez que à vous occuper des choses que vous pouvez contrôler, votre investissement sous la barre, votre concentration, et, euh, et voilà, donc ça, surtout, et surtout, quelqu'un de confiance c'est bien, mais surtout quelqu'un de qualifié. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de coaching en game day comme ça qui apparaissent, parce que les gens se rendent compte à quel point c'est important de savoir déléguer à un moment donné. Vous pouvez pas tout gérer. Il faut apprendre à remettre certaines choses dans les mains de quelqu'un d'autre. Ne serait-ce que par souci d'objectivité, c'est important. Euh, Juste avant d'arriver à la compétition, on a le dernier pas avant le jour de la compétition, qui est le moment où vous allez dormir, hein, parce qu'il faut dormir. Alors ça, c'est un sujet vaste, hein. Il y a des gens qui dorment pas du tout avant leur compétition, il y a des gens qui dorment beaucoup plus. Dans l'idée, c'est au moins d'avoir accumulé beaucoup de nuits avant qui ont été qualitatives. Si vous avez fait 5-6 nuits très bonnes, 8 heures, bonne qualité de sommeil, etc., j'aurais tendance à vous dire que une nuit avec un sommeil perturbé ne va pas forcément amputer vos performances. Par contre, ça va amputer grandement votre humeur et votre humeur, hein, votre mood, j'allais dire, mais c'est votre humeur, le jour de la compétition. Maintenant, vos capacités à exécuter, ne vous prenez pas la tête. Tout a été fait en amont. Voilà. Sauf si vous avez une préparation horrible et un rythme de vie anarchique. Bon, bah à ce moment-là, vous n'êtes pas à une nuit près, j'ai envie de vous dire. mais surtout, même si vous avez une nuit un petit peu sans sommeil, bon, dans tous les cas, l'idée c'est d'être relax. Ok, la veille de la compétition, si vous passez peut-être 4 heures de sommeil, mais que les 4-5 autres heures que vous passez dans le lit, bah, vous êtes juste détendu, mais vous savez que vous n'arrivez pas à vous endormir, vous prenez pas la tête, vous tapez pas la tête contre les murs, parce que moi je l'ai fait de manière pas figurée, mais je l'ai vraiment fait sur mes premières compétitions. Donc ça sert à rien, même si vous voyez que le sommeil n'y arrive pas, c'est pas très grave, le jour de la compète, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Maintenant, si vous arrivez à dormir, bah, et si vous êtes dans cette optique de récupérer, bah, mélatonine, ça peut être important, et c'est pas trop surdoser non plus. Mais mélatonine, elle est 0,9 à 1,8 mg, oui, ça peut être intéressant. ZMB aussi, mais bon voilà, ça c'est des choses normalement que vous faites dans votre routine déjà habituellement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et surtout, on va revenir sur le jour de la compétition. La première des choses, c'est que arriver à la veille et au jour de la compétition, n'essayez pas de faire le match avant qu'il soit fait. Ok. Il y a un moment de préparation qui est assez en amont, au début de taper, où c'est le moment de le faire. C'est le moment de se remettre les idées en place. Voilà, je suis là pour ça, je veux faire ça, etc. Je veux faire telle barre. Et encore, je ne vous conseille pas forcément de vous concentrer sur la charge précise qu'il y aura sur la barre, mais plutôt sur l'effort que vous allez, les types d'efforts entre la première, deuxième, troisième barre que vous avez faites par mouvement. Mais surtout, ne faites pas le match le jour ou juste avant de dormir. Parce que là vous allez exploser votre niveau d'activation. Votre système nerveux il sera en branle, il ne comprend pas ce qui se passe. Vous êtes très sensible à ce moment-là. Surtout, c'est la dernière chose sur laquelle vous devez bosser. Vous devez vous concentrer sur l'organisation, sur emmener votre esprit un petit peu ailleurs, mais surtout pas sur oh, demain, putain, je vais faire 250 kilos. Tu te rends compte quand même, demain, je vais faire 250 kilos. Puis tu te revisualises et tu te pumpes, etc. C'est pas une très très bonne idée. Si vous voulez le faire, à la limite, faites-le dans la journée de la veille. Ça peut être intéressant, mais le soir de la compétition, mettez toutes les batteries à plat. Même forcez-vous à le faire. Ce sera que mieux. Et surtout, quand vous faites votre trajet, là, vos 2 heures de J11 de minivan, là, ne pensez à rien. Fermez les yeux, discutez avec vos collègues ou dormez. Et surtout, libérez-vous de votre esprit. Faites-le partir ailleurs. Ça, c'est une grosse recommandation que j'ai. Et ça vient un petit peu en corrélation avec ce qu'a dit Ragboy. le sang-froid et la lucidité, oui, ça rentre un petit peu dans ces cas-là. C'est qu'on est là pour exécuter, on n'est pas là pour faire trop d'émotionnel sur les
12 heures avant la compétition. Donc ouais, essayez d'être assez détaché un minimum, quoi. On va passer sur la compète. Donc dans l'ordre concrètement, vous allez faire vos hauteurs de barre, slash votre pesée plus ou moins en même temps, d'abord les hauteurs de barre, ensuite la pesée. Bon, pareil, ça c'est de la visualisation qu'il va falloir faire là-dessus. Moi, j'ai pas grand chose à redire. Si vous avez quelqu'un pour vous handle, quelqu'un qui a de l'expérience, bah, c'est des trucs tout bêtes, mais il va vous guider vers le bon endroit rapidement. On voit souvent des gens courir dans tous les endroits. Ah, il y a eu la pesée, ils m'ont appelé. Oh, purée, les hauteurs des barres, je les ai pas faites. Est-ce que je mets la hauteur 13 ou 14? Si vous avez un coach ou quelqu'un qui a de l'expérience, qui vous amène, c'est des trucs tout bêtes, mais on redevient un peu des enfants quand on est en compète et on est là, bon, on a besoin de quelqu'un qui nous tient un peu par la main parfois. Et ça nous enlève de la charge mentale, comme on dit. Donc ça peut être intéressant, mais j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Je sais pas si t'as des trucs à dire à ce niveau-là. Ouais, à part le fait de prendre son temps et de pas paniquer, pas refaire le monde à ce moment-là, prenez le temps de faire vos hauteurs de barre. Prenez le temps de bien enfiler vos chaussures de squat, vos chaussures de bench, tout ce qu'il y a de tester, toutes les sécurités, de tester, retester des hauteurs. Ça, tout le monde a le temps. Enfin, on a 1 heure et demie, 2 heures pour le faire. Donc, ne cédez pas sous la pression des autres. Souvent, il y a des mecs, il y a beaucoup de gens qui attendent, forcément. Tout le monde est là pour faire sa hauteur. Ils disent, ouais, ouais, c'est bon, hauteur 7, ça ira bien. C'est à peu près ce que je fais à l'entraînement. J'ai à peu près le même rack. Non, non, attends, calme-toi. Teste, reteste, t'es sûr, mets tes chaussures. Ok, une fois qu'on a tout testé, là, c'est bon, tu valides. Mais il faudrait pas que sur le plateau, on se rende compte que, ah, moi, en fait, j'aurais peut-être préféré hauteur 8. Bon, ça, c'est vraiment. Vous mettez peut-être 1 minute de plus à faire vos hauteurs, mais derrière, vous êtes serein pour la compétition, quoi. Hmm. Ouais. Surtout, si vous entraînez sur du matériel qui est vraiment pas type compétition, prenez le temps de tester. Même au niveau du squat, hein, bien souvent, on a besoin d'une partie du rack qui est en intérieur. Ça peut faire la différence si on a tendance à taper dans le rack. Prenez le temps de tester ces choses-là, surtout si vous n'avez pas l'habitude du matériel de compète, c'est quand même bien le moment de passer 5 minutes de plus pour tester un petit peu tous les réglages. Comme je vous dis sur le squat, ça peut être au développé couché, ça peut être selon votre manière de déraquer, si vous avez un dérac ou pas un dérac, qu'est-ce qui va vous mettre potentiellement trop en protraction, sortir les épaules, pas sortir les épaules. Prenez le temps quand même de le faire. C'est pas le moment où vous devez être rushé, il y a de l'activité autour de vous, tout le monde court un peu dans tous les sens. Mais bon, en somme, c'est pas non plus une situation d'urgence. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et voilà. Bon, ensuite vous passez la pesée, vous donnez votre carte d'identité, votre ticket, vos ouvertures de barre, vous vous mettez à poil ou pas à poil, ça dépend à quel point vous êtes large en poids. Dans tous les cas, on arrive à la phase de refeed. Donc, je pense qu'on a déjà fait le tour du refeed de ce qu'il faut faire. Ouais, prenez un bon timing, prenez votre temps pour refeed, surtout ne gobez pas, hein. Ça c'est vraiment la pire idée. Essayez d'être dans votre coin calme pendant votre refeed. Il y a des gens qui sont plus extravertis, plus introvertis. Mais bon, vous perdrez jamais à vous mettre un petit peu, vous conditionner, vous mettre les écouteurs, écouter votre musique, manger tranquillement, prendre le temps de mâcher, prendre le temps de se concentrer sur la digestion, aller chier si vous avez envie de chier, ça c'est important, hein, vous retenez pas, non mais c'est con, hein. Mais il faut faire ce qu'il faut faire, hein. Moi j'en ai eu quelques fois des exemples d'athlètes qui se retrouvent constipés parce que voilà, je sais pas, ils aiment pas aller aux toilettes ailleurs, etc. Mais au final, le moment où ils sont sous la barre, d'un coup ils se retournent après la deuxième barre, ils font gros, tu penses que j'ai le temps d'aller aux toilettes? Enfin, tu vois qui j'imite là. Ouais, bon bah, essayez de fonctionner comme des êtres humains normaux en fait. Voilà. Quand vous êtes dans votre situation classique de votre vie, vous allez faire les choses quand vous avez besoin de les faire. Ben, faites pareil, ça change pas, c'est les mêmes choses. Vous pressez pas et rushez pas, quoi. Et puis commencez pas à poser toutes les questions. Alors c'est quand que ça commence? C'est dans une demi-heure la chauffe? Oh purée. Et tu lâches ta gamelle et tu vas faire 2-3 exos de décompression lombaire en même temps que tu as 1 litre d'eau et 100 grammes de riz dans le ventre. Et là ça fait un gros gloubi-boulga. Bref. Vous pressez pas, essayez d'être normaux, on n'est pas à la crèche, il faut être adulte. Bon, du coup maintenant on arrive sur la partie la plus intéressante, l'échauffement et le déroulement de la compétition. Donc l'échauffement, on a la gestion des warm-up généraux, donc préhab plutôt,
et la gestion des warm-up spécifiques. Est-ce que tu veux enchaîner là-dessus, Yo-Yo, ou pas? Bah là, j'ai envie de dire, reprenez tout ce que vous avez fait dans votre picking en termes d'activation, et puis prenez simplement les essentiels. Vous n'avez pas besoin d'être suréchauffé comme sur une séance où vous allez bouffer 8 séries de squats, 8 séries de bench, plus des assists, plus ci, plus ça. Calmez-vous, vous allez faire 3 barres qui comptent à peu près vraiment, qui sont à peu près sollicitantes. Sinon, le reste, vous n'avez pas besoin de faire 100 000 exos. Reprenez vos classiques, prenez les exos qui vont mettre en confiance encore une fois, mais la routine, la mise en confiance, le fait de se sentir à l'aise en compétition, c'est une clé pour performer. Donc, juste simplement, prenez les exercices qui vous donnent des bonnes sensations, hein. En vrai, c'est vraiment sous-coté, je pense, que cette partie-là. Ouais. Parce qu'en fait, tout votre échauffement, c'est que du feedback sensoriel en fait. C'est prendre des repères sur son corps et prendre des repères sur la barre, la plateforme, l'équipement et prendre ce qui est fonctionnel en fait. Pas se concentrer sur les choses qui n'ont pas d'intérêt, mais c'est savoir générer de la tension. Pour moi, c'est encore une fois, c'est 3 phases. Vous prenez 2 à 3 exos. Un exo qui va assister les systèmes un peu plus profonds, donc des compressions paravertébraux, des compressions des épaules sur le développé couché, les points un petit peu, votre premier exo en fait que vous faites quand vous arrivez à la salle pour vous échauffer, c'est lui qu'il faut bombarder. N'hésitez pas à faire moins de séries, pas passer 4 fois sur le même exo, mais plutôt faire une longue série où vous prenez un tempo plus lent, ensuite un tempo plus rapide. Vous enchaînez, vous faites un exo, un petit peu plus d'activation musculaire ciblée, un peu moins spécifique, mais ciblée. Ça peut être un split squat sur la préparation à un squat, atteindre des amplitudes un petit peu plus grandes. Voilà, vous préparez des amplitudes plus élevées, un tempo lent, puis ensuite enchaîner sur du tempo un peu plus rapide. Et après, pareil, votre exo type un peu plus spécifique par votre mouvement. Voilà, là, vous allez chercher à envoyer un peu de recrutement musculaire. On cherche à toujours avoir un potentiel d'activation élevé. Donc envoyez du volume sur une, peut-être max 2 séries, et ensuite passez à la suite, mettez-vous sous votre barre, et on arrive au warm-up spécifique. Oui, sur les warm-up généraux, déjà, n'y passez pas trop de temps. Et, votre pré-ab routine de 25 minutes, franchement, non. Ça ne sert pas vos intérêts. Ça peut vous servir vos intérêts d'être dans une position allongée, où vous vous concentrez sur votre respiration, où vous vous calmez, où vous vous préparez à l'effort, mais presque mentalement en fait. Vous somatisez l'effort et vous essayez de vous mettre dans une bulle. Là, c'est là que la préparation mentale rentre en contact avec la préparation à l'effort. C'est vraiment là que il y a une symbiose. Mais ne passez pas 25 minutes à faire vos exos parce qu'il faut bouger dans tous les sens. C'est préparation à l'effort, le jour de la compétition, ça passe par le côté mental. Et là, je relis la réponse de Guillaume qui dit: le sport de haut niveau, c'est le cœur, les tripes et ce qu'il y a entre les jambes. Bon, si c'est ça qui vous drive, vous pouvez penser à ça. Mais en tout cas, essayez de reprendre des points qui vous drive. Voilà, c'est le moment où il faut être drivé. Et c'est pas tant la quantité d'exos généraux que vous allez faire, mais c'est plutôt la qualité que vous allez y amener, et surtout le moment où vous rentrez dans votre bulle. Progressivement, on rentre progressivement dans sa bulle et on se concentre sur soi avant les autres. Maintenant, pour la gestion des warm-up spécifiques, pareil, hein, normalement dans votre feuille de game plan, vous anticipez vos barres de chauffe, vous anticipez peut-être le matos aussi à disposition, hein, si vous êtes dans la salle des fêtes de Rumi ou je sais pas où. Désolé pour les gens qui habitent à Rumi, mais voilà, si vous avez que des bumpers, des barres lisses, des racks qui tiennent pas droit et tout, anticipez peut-être en amont, si vous le savez, pendant votre préparation, les barres d'échauffement que vous allez faire. Il y a des stratégies qui sont plus ou moins accommodantes là-dessus. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de passer 150 ans à faire de la très très basse intensité. On peut faire des gros jumps, ensuite après ces gros jumps, faire des jumps plus rapprochés, voire même très rapprochés, et répéter plusieurs fois sur quelque chose assez intense en termes de force, hein. Sur le continuum de la force, les pourcentages les plus élevés, pourquoi pas rapprocher les warm-up sur ceux-ci. Bon, il y a une part d'inter-individualité, c'est toujours pareil, mais il y a ce qu'on calcule, et il y a les adaptations liées au matériel, liées aux conditions. Si vous êtes à 8 à tourner sur un rack, concentrez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quand vous allez arriver sur du 80% plus, c'est les sensations que vous allez avoir dans la barre. On parle souvent de torque, mais de génération de tension dans la barre. En fait,
faut pas que vous disiez c'est le meilleur pattern. Faut pas que vous arriviez à l'échauffement en vous disant je vais sortir le meilleur pattern, la meilleure exécution que j'ai jamais fait de ma vie. Je vais me sentir trop bien parce que c'est vraiment pas souvent le cas. Prenez juste les infos par rapport à est-ce que je mets assez de tension dans la barre, est-ce que je mets assez de tension dans le sol, est-ce que je génère de la stabilité et la vitesse de barre, le faire le keke, comme on dirait à Nice. Euh, Éviter. Voilà, je sais pas si tu veux apporter de l'eau à Bah, mon moulin ou l'échauffement pas. spécifique, c'est vraiment le moment où vous allez faire le point sur où vous en êtes. En fait, vous êtes monté très haut en termes d'adaptation et en termes de fatigue lors du picking, puis vous êtes redescendu plus ou moins bas pendant le taper, vous êtes senti pas très bien, euh, peut-être, ou vous êtes senti facile, etc. Mais vous savez pas à quel point vous avez, entre guillemets, surcompensé. Et c'est vraiment le moment de faire le bilan. Est-ce que j'ai encore des petites tensions qui traînent à droite à gauche? Est-ce que au contraire, là je me sens revivre, c'est le meilleur squat que j'ai jamais fait de ma vie? Et là, à partir de ce moment-là, vous êtes capable d'adapter peut-être votre game plan sur les deux, troisième essais, sur ce que vous allez être capable de sortir le jour J. Mais pas avant. C'est normalement votre première barre, elle est déjà fixée. Mais c'est vraiment le moment pour faire le bilan en fait. Bah, le bilan dans le sens, enfin, le bilan pas dans le sens, tu veux dire technique. Enfin, c'est pas le moment de vous poser des questions et de lancer de nouvelles pistes. Mais oui, Non, enfin, non, c'est le non, moment non. de. Non, non, dans le sens où vous en êtes en forme physiquement, comment vous avez récupéré, à quel point vous allez être capable de grinder et de mettre en place tout ce que vous avez fait pendant votre picking. Mhm. Ouais. Mais, ouais, c'est le bon moment de prendre des infos sur comment vous vous sentez. D'ailleurs, si vous avez des blessures latentes ou des tensions latentes, c'est vrai que vous pouvez effectivement prendre la température à ce niveau-là. C'est une bonne chose. Maintenant, un contre-pied que je prends de plus en plus à force de coacher, et surtout coacher à très haut niveau, et même moi de pratiquer à haut niveau, c'est qu'en fait, les sensations pendant vos échauffements, je sais pas qu'ils n'ont pas d'impact sur vos 3 barres, mais on peut très bien avoir des très bonnes sensations à l'échauffement et sortir avec un 1 sur 3, hein. Ça, y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. Et même l'échauffement que vous allez faire en dehors de la plateforme, bien souvent, bah, à haut niveau, on est plus ou moins sur les mêmes conditions, mais on simulera jamais l'arrivée sur un plateau, avec plus ou moins de monde devant, avec souvent un silence de cathédrale que vous n'avez jamais eu à l'entraînement. Vous avez votre musique, vous avez vos conditions. Là, vous allez sortir d'un coup de cette bulle et il va falloir être assez fort mentalement pour quand même rester dans le flow, etc. Euh, donc, vos warm spécifiques, ils sont là pour prendre des infos sur votre corps, sur savoir générer de la tension, savoir euh, avoir un bon pattern évidemment, mais savoir vraiment générer de la tension principalement dans la barre, dans votre bracing, dans tous les repères de tension que vous avez, être solide, stable. Évidemment, si vous êtes débutant, bah, les standards, hein, c'est pas à l'échauffement qu'on les travaille, mais si vous avez des petits accrochages là-dessus, bah, prenez un seul focus sur votre échauffement, sur chacun de votre mouvement, un marqueur, un point d'évaluation où vous allez pouvoir objectiver est-ce que je suis OK ou pas par rapport aux standards qu'on va me demander et que j'exige de moi-même quand je serai sous la barre à la compète sur le plateau. Voilà. Maintenant, ça définit pas forcément votre niveau d'exécution par la suite, quoi. Mais ça mettra toutes les chances de votre côté. C'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a un point peut-être sur le timing aussi sur les warm-up? Ça, c'est surtout plus du logistique, je sais pas. Non, moi je voulais revenir surtout sur l'activation au niveau psychologique, là, sur les warm-ups spécifiques. C'est vraiment le moment pour vraiment entrer dans votre compétition et faire step up votre niveau de concentration, votre niveau d'activation, vraiment d'un palier, quoi. Autant notre discours jusqu'à maintenant, ça a été de faire redescendre un petit peu la pression, de rester calme, de pas faire le match avant de faire le match. Là, pour le coup, il faut vraiment augmenter les curseurs. Et ce que je vous recommande, c'est d'utiliser peut-être une méthode d'ancrage. Donc, vous choisissez un élément que vous retrouvez à chaque fois dans votre entraînement, et à partir de cet élément-là, quand cet élément-là se déroule, vous basculez dans votre mode de compétition, vous, vous rentrez dans votre concentration maximale. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut Mm. dire bah, peut-être au squat, à partir du moment où je mets mes genouillères, là j'ai fait toutes mes activations, etc. J'ai fait mes premiers warm-up peut-être sans genouillères. Pour moi, c'est à partir du moment où je mets mes genouillères, voilà, il n'y a plus personne qui me parle, j'ai les écouteurs et je me concentre uniquement sur ce que je dois faire.
Mais peu importe, c'est à vous de prendre votre repère. Mais il y a un moment où vous devez basculer de, voilà, peut-être l'oisiveté un petit peu ambiante de la compète, de tout le monde qui se compare un petit peu, ah, et toi, la pesée s'est bien passée, etc., etc. Découverte du matériel, découverte d'un nouvel environnement. À bout d'un moment, je me concentre sur ce que je sais faire et ce que je peux contrôler. Et ce que je peux contrôler, c'est uniquement ce qu'il y a sous la barre, ce que je fais sous la barre. Ouais, ce que je fais sous la barre, c'est surtout ça. Euh, ouais, on peut revenir aussi sur le point de, étant donné que vous allez progressivement ramp up dans votre intensité interne, on va dire, c'est peut-être aussi le moment de réintroduire le point des excitants. La gestion des excitants sur la compétition, c'est important, et des compétitions surtout régionales qui peuvent s'étendre très très longuement. Essayez de timer vos excitants, vos doses de caféine. Essayez de doser mouvement par mouvement, et surtout prendre des repères par rapport à ce que vous consommez habituellement. Il faut que vous sachiez combien vous consommez de milligrammes de caféine pour pouvoir les doser tout au long de la compétition. Et en parallèle, avoir toujours un niveau d'hydratation qui est bon tout le long de la compétition, parce que les crampes, quand on exerce de la force maximale, on peut choper des crampes. Il y a la déshydratation suivie de l'excitation. Vraiment, le système musculaire est un peu en branle. Donc, continuez à bien vous hydrater, continuez à consommer vos électrolytes, vos glucides le long de la compétition. Le refeed, il est presque tout le long de la compétition. En fait, on veut maintenir, on veut maintenir la performance, on veut être au meilleur de nous-mêmes surtout. Maintenant, n'essayez pas de surconsommer non plus pendant votre compète. C'est pas là qu'il faut manger votre plat de pâtes. C'est pas à ce moment-là, mais tout ce qui est assimilable rapidement, que ce soit les excitants ou que ce soit l'apport de substrat, l'apport nutritif, ça c'est assez important là-dessus. Maintenant, sur le timing de vos échauffements spécifiques, oui, effectivement, essayez de ne pas avoir 20 minutes entre votre dernier, de pas tout rusher, et de ne pas avoir 20 minutes entre votre dernière barre d'échauffement et votre première barre sur le plateau. Maintenant, il y a une grosse cassure en fait qui se fait quand on arrive sur le plateau. On fait peut-être que de la force athlétique, entre guillemets, on rentre pas sur un ring, mais peu importe le sport, peu importe l'endroit, le moment où c'est showtime, en fait, il faut se mettre faut switcher un petit peu sur certains points. Et vous allez pas être conditionné en feedback interne totalement, parce que vous allez enlever votre musique, vos écouteurs, vous allez avoir des personnes qui vont vous regarder, etc. Il va falloir être un minimum aware sur les éléments externes, comme l'arbitrage, hein, simplement les ordres, hein, le nombre de personnes qu'on voit, parce que trop stressé, parce que un peu comme le gladiateur qu'on lâcherait dans l'arène, un petit peu perdu autour de tout ce qui se passe à l'extérieur. On voit des gens qui loupent des ordres, enfin je veux dire, vous perdez une barre sur ça, c'est impardonnable. Alors, faut que vous appreniez par la suite, mais genre, enfin, c'est ridicule. Vous avez fait 6 mois de préparation, je sais pas combien de temps de préparation, et vous arrivez, et le mec il dit start 3 secondes après que vous ayez commencé votre squat. Non, là les amis, il faut être sérieux 2 secondes. Un minimum de conscience de votre environnement, au moins pour les ordres, et ce sera déjà suffisant pour être préparé à faire votre effort. Parce que la peur, entre guillemets la peur, l'anxiété, vous allez la ressentir que vous le vouliez ou non. Maintenant, c'est vraiment se concentrer sur les 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes où vous allez être mis à contribution dans l'effort, du dérac, les 1, 2 pas, la sensation de la barre sur le dos qui s'ancre bien dans les omoplates, sur les épaules, prendre des repères visuels rapidement. En fait, ça, faut être fast. En fait, faut prendre les repères alors qu'on les avait pas à l'échauffement, on les a pas à l'entraînement. On a nos repères visuels habituels. Faut être fast, faut s'adapter très vite, et faut se dire surtout que tout ce qui compte, c'est l'attention que vous allez mettre dans la barre, l'attention que vous allez mettre dans votre corps, l'exercice de force. On fait un sport de force, il faut forcer, et vous vous concentrez bien trop souvent sur les conditions externes de est-ce que je me sens bien, et est-ce que là l'ammoniaque il a bien tapé au bon moment. Non. On fait de la force, forcer. C'est le moment de forcer. C'est pas le moment de se dire j'ai senti que là j'ai un peu hip shift en bas de mon squat et tout. C'est des repères que vous allez avoir, mais surtout concentrez-vous à se la donner. Vous allez arriver sur une 3e barre. La 3e barre, c'est sûr et certain que vous allez arriver à la limite de votre pattern. Donc, vous arrivez, vous savez ce que vous faites parce que vous le faites depuis très longtemps, et vous l'avez encore répété à l'échauffement.
Et maintenant, vous vous mettez dans les meilleures conditions, vous vous robotisez sur le pattern et vous balancez le max de ce que vous pouvez. Vous faites de la force sur un sport de force qui, en plus, il est en 2D le sport. C'est des mouvements, c'est des mouvements rectilignes. Donc, forcer, appliquer de la force, c'est tout. Vous avez le niveau technique pour forcer, normalement. Donc, vous êtes là pour pousser la barre, tirer la barre. Vous le faites. Vous ne vous posez pas 100 millions de questions sur « Ah non, 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 là, le slack, je ne l'ai pas senti, alors je lâche avant. Ah, » arrêtez. J'en vois beaucoup trop des choses comme ça. Beaucoup trop, surtout chez les débutants qui pensent qu'il y a des nouveaux critères, en fait. On arrive sur le plateau, il y a des nouveaux critères qu'on n'avait pas anticipés avant. Non, c'est les mêmes critères qu'à l'entraînement, c'est les mêmes critères que tout le temps. Et c'est juste votre capacité à vous déconnecter un peu de ça. Et pour de bon, forcer comme il faut, comme un fada. Ouais, non, c'est sûr. Et là, on peut peut-être attaquer le sujet de la gestion de l'entre-deux-barres, l'entre-deux-passage. Et c'est sûr que c'est pas le moment pour aller revisionner vos passages et faire une review technique de ce que vous avez fait. Ah ouais, mais mon frère, il m'a dit que là, j'ai tendu le genou un peu trop tôt. Là, si, j'ai fait ça. Non, non. Fais ce que tu sais faire et pousse, applique les fondamentaux. Voilà, ton routing, ton bracing, la tension que tu mets dans la barre et pousse, hein, comme tu l'as dit. Mm. Après, dans l'entre-deux-barres, je mettrais qu'il y a plusieurs phases quand même. Euh, il y a la phase d'un petit peu de relaxation. Alors, je sais que ça va être un petit peu bizarre de dire ça, mais il y a la phase où, voilà, on relâche un petit peu l'adrénaline, parce que vous allez avoir entre 7 et voire 12 minutes pour les compètes où il y a le plus de monde entre vos deux barres. Donc c'est très long. Vous ne pouvez pas rester en transe et hyper au maximum et sous ammoniaque pendant 10 minutes. Ça, c'est pas possible. Donc, première phase de relaxation, je fais le bilan, un petit peu comment je me suis senti, qu'est-ce que je pense de l'option de la barre qu'on avait prévue en deuxième barre, en troisième barre. Est-ce que c'est toujours viable? Est-ce que je peux peut-être aller gratter 2,5 kg de plus? Ou au contraire, on va miser sur un aspect plus conservateur. Et ensuite, voilà, on se reconcentre. Une fois qu'on a relâché toute la pression, on repart sur une technique d'ancrage. Allez, hop, je me reconcentre, je me remets dans la bulle pour les 5-6 minutes avant mon passage. De toute façon, votre concentration, elle est pas illimitée. Donc ça sert à rien de vouloir faire le showman et d'être le plus énervé de la salle, le plus hypé, le plus concentré. Ça sert à rien du tout, quoi. Ouais, ouais. Et surtout, choisissez vos batailles, hein. Chaque première, deuxième, troisième barre, elles ont une utilité, elles ont une fonction. Donc choisissez vos efforts. Et ouais, après votre effort intense, il faut tout de suite avoir une capacité à redescendre rapidement. Ça, c'est vraiment le genre de capacité qu'ont les sportifs à haut niveau dans toutes les disciplines. C'est la capacité à s'activer énormément très rapidement, à être fast et redescendre tout de suite, désescalader la situation très rapidement après avoir fini son effort. Ça, c'est une vraie compétence à développer au fur et à mesure que vous ferez des compétitions, et c'est normal si vous ne l'avez pas au début. Et surtout dans le cadre où quelque chose ne se passe pas comme prévu. Donc par exemple on a j'ai plus le pseudo, mais savoir rester concentré même si on rate une barre pour faire le reste du boulot. Ouais, ça c'est une chose à laquelle vous êtes Elsa, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Euh, Vraiment, s'il y a quelque chose qui se passe mal, une barre ratée pour X ou Y raison, force, arbitrage, peu importe, c'est là un peu vous allez subir une petite mort, quoi. Tout votre plan parfait que vous avez imaginé, il va s'effondrer un peu, mais il faut savoir rester focus, savoir redescendre, savoir se réactiver par la suite. C'est les émotions qui vont valdinguer un peu dans tous les sens, mais il faut savoir rester concentré. On a Mathieu qui nous disait suivre le plan de match, rester objectif vis-à-vis de ses capacités à performer. Voilà, il y a un moment où on veut être un surhomme, surfemme, je sais pas, et il y a un moment où on veut redescendre, reprendre en objectivité pour justement, après la barre d'après, revenir et reprendre ses capacités, cette confiance en soi et cette confiance surtout au plan. On a Sébastien qui nous disait aussi faire confiance au taf qu'on a fait en amont et surtout à notre, bon il a dit handler, mais bref, le coach, la personne qui vous accompagne, les choix qu'il va faire, c'est suivre le plan, suivre l'organisation et sur les 3 mouvements, sur les 3 essais que vous allez avoir à faire par mouvement, il faut pouvoir
peu importe la charge qui est sur la barre, donnez le meilleur de vous-même au sens la meilleure tension, les meilleures intentions sous la barre et faire le taf quoi qu'il arrive, même si vous êtes à 3 sur 9 à la fin de la compète. Bon, normalement ça devrait pas arriver, mais voilà, essayez d'être à fond. Choisissez vos batailles, choisissez les moments où il faut avoir tel ou tel focus, mais allez-y à fond dans la limite de la fonction de chaque barre. Et on a Etienne aussi qui nous disait ne pas se overhyper pour les openers. Ouais, ça c'est super important. Malheureusement, on n'est pas dans un sport, on n'est pas au MMA. Quand on rentre dans la cage, tout le monde s'en tape. Les gars, il n'y a aucun intérêt à se overhyper. Tout le monde a des profils un peu différents. Il y a des gens qui sont très très sensibles à la hype, qui aiment se hyper, et c'est ok, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Mais ne pas aller pousser le bouchon trop loin, trop tôt. Ce sera très bien pour vous et ce sera sûrement plus agréable pour les gens qui vous regardent de pas surexploser à chaque mouvement. Mais voilà, c'est à peu près tout au niveau gestion un petit peu mentale. Voilà, toujours relay, rentrer dans votre bulle, sortir de votre bulle quand il le faut, s'exciter quand il le faut, redescendre quand il le faut. C'est une vraie compétence, c'est la compétence du compétiteur et c'est souvent ce qui fait la différence à haut niveau. Quand on a des oppositions entre un premier et un deuxième, ce sera souvent celui qui a le plus d'expérience, celui qui arrive à être le plus objectif sur la compète, qui va se retrouver dans une bonne posture pour aller soit chercher l'autre, soit consolider son avance. Donc, surtout si vous avez des ambitions de haute compétition, c'est les capacités qu'il va falloir vous avoir, c'est bien gérer son jour de compétition. Vous pouvez avoir une mauvaise prépa par rapport à votre ou vos concurrents, compétiteurs adverses. Mais si vous gérez mieux votre compétition qu'eux, si vous avez plus d'expérience, vous partez avec un avantage. Voilà. Après, il y a des cas inverses. On a vu avec c'était les derniers mondes où Johansson a battu Atoud. Finalement, là, c'est peut-être l'exemple inverse. C'est le mec qui sort des juniors et il bat le trentenaire qui a déjà tout fait. Donc, bon. Mais c'est la gestion de compétition. Celui qui gérera le mieux sa compétition, il aura un avantage supplémentaire. Il y en a un qui va performer juste à sa juste valeur, peut-être même un peu en dessous, mais il y en a peut-être un qui va largement sous-performer parce qu'il a très mal géré sa sélection de barres, sa préparation mentale. Il y a toujours des choses à faire. Moi, j'ai un petit regret une seule fois dans ma carrière, ou une question plutôt, c'est que j'avais fait une année de césure après ma prépa France, du coup avortée en 2022. J'avais quand même des performances qui étaient, certes, elles étaient décroissantes au fur et à mesure de la prépa parce que j'avais des douleurs, des blessures, mais j'avais un bon niveau de performance et je suis quasi certain que le jour de la compète, avec l'expérience que j'avais engrangée avec les compètes internationales que j'avais fait quelques mois auparavant, j'aurais eu cet avantage-là et j'aurais quand même pu gagner la compétition. Maintenant, ça me drivait, pas que ça ne me drivait pas de gagner la compétition, mais en tout cas j'avais des hautes attentes par rapport à ce que j'avais fait précédemment. Mais peut-être que j'aurais dû me dire, voilà, je prends la compète, je sous-perf, c'est fort probable, ou je perf juste ce qu'il faut, et voilà, c'est une forte probabilité, mais peut-être ça fera le boulot, et peut-être que je pourrais relancer ma saison après, arriver plus tard, 3 mois après, 4 mois, 5 mois après, faire ma compète inter, et s'il faut, je ferai une nouvelle belle performance. Voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre, je pense, quand on arrive à haut niveau. C'est accepter aussi qu'il va y avoir des bonnes, des mauvaises compétitions, qu'il y a des compétiteurs aussi au bout d'un moment, qu'il y a un classement à tenir. Et j'ai vraiment développé une très bonne expérience du plus haut niveau national, meilleur national, dans les meilleurs au niveau international. Et une fois qu'on a vécu cette expérience, en fait, on a des réflexes et des manières de se percevoir en tant que compétiteur à l'entraînement et en compétition qui est pas forcément, on peut pas forcément l'objectiver, mais ça se résume à l'expérience en fait. C'est savoir que cette expérience, ça restera toujours un avantage par rapport à soi d'abord, dans sa capacité à bien se placer, à choisir les bonnes barres, à choisir ses efforts. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est compliqué de coacher à haut niveau quand on n'a pas soit déjà coaché à haut niveau, soit participé à haut niveau. Parce qu'il faut ce rush, il faut faire des choix qu'on pourrait dire street smart, quoi. L'intelligence de la rue, l'intelligence de la rapidité, avoir les réflexes. Ça devient, en fait, ça rentre dans notre programme. Et je vois trop de lifters, même à très haut niveau, surtout en junior, qui sont trop immatures par rapport à leur propre pratique. Et s'ils ont des athlètes, je trouve que ça peut que être mauvais pour les athlètes qui vont gérer quand ils vont arriver à ce niveau-là, parce qu'il faut de la maturité, il faut pouvoir accepter la sous-perf, il faut pouvoir accepter parfois aussi de gagner
potentiellement gagner en se disant je suis pas au meilleur de mes capacités. Et ça arrive très souvent, ça arrive même tout le temps en fait. Peut-être une compétition sur 2 ou sur 3 à haut niveau, vous allez sous-performer, et peut-être que vous allez sous-performer et en plus être déclassé totalement, mais peut-être que vous allez sous-performer et au final les autres sous-performent plus ou étaient beaucoup trop confiants et vous allez y gagner. Et ça fait partie en fait de la compète. Pour moi, il faut refuser aucune compète, hormis si vraiment il y a un gros désintérêt ou des grosses blessures. Bon, ça évidemment, encore une fois, il faut choisir ses batailles. Mais à partir du moment où les niveaux de performance est relativement satisfaisant, où vous n'êtes pas en miettes de chez miettes, ne refusez pas l'adversité, ne refusez pas la compétition. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et même par rapport à votre propre performance, on peut avoir des préparations misérables et des compétitions qui sont acceptables, voire même surprenantes. Je suis d'accord, on fait de la FA, le niveau de surprise il est limité, on peut pas, on n'est pas dans le football, il n'y a pas de notion tactique ou quoi que ce soit, on ne peut pas faire des fulgurances comme ça sur une accélération et marquer un triplé alors qu'on est nul à l'entraînement, c'est sûr, mais on peut toujours avoir des bonnes surprises et surtout au niveau du classement avoir des bonnes surprises. Donc shoot your shot, faites vos compétitions. Si vous avez ne serait-ce qu'un début d'idée de se dire « Oh, j'ai un compétiteur, niveau régional, national ou autre », allez-y. Si vous n'êtes pas totalement dégoûté, allez-y. Et faites vos compètes et kiffez un petit peu. Et moi, je suis vraiment contre l'aspect ma carrière, c'est que une expansion. Voilà, c'est que du mieux. C'est tout linéaire dans la réussite. Ça n'arrivera jamais. J'ai le plus grand respect pour ceux qui ont connu les phases les plus belles de leur performance et les phases les moins belles et qui alternent entre tout ça et puis de temps en temps ils reprennent une phase où ils surperforment. Pour moi c'est ça la carrière d'un sportif dans tous les sports mais aussi en force athlétique. Désolé, j'ai beaucoup parlé, je suis parti dans une belle homélie. Voilà, je pleure un petit peu mais c'est comme ça. Ouais, bien, tu vas refaire des compètes alors. Tu vas refaire des compètes. Inch'Allah. Et le deadlift alors, parce que on construit notre compétition, on fait nos premières, nos deuxièmes barres, on a un sous-total qui est calculé et on va arriver au deadlift. Et on a Sam, qui est un compétiteur international en subju ou junior, qui nous dit suivre le game plan, comme tout le monde a dit à peu près jusqu'ici, et surtout il a dit ne pas prendre en compte la concu avant le deuxième deadlift. Est-ce que tu as une réflexion là-dessus ou pas? Est-ce que ça te semble cohérent? Je, je comprends ce qu'il veut dire, et ça revient avec tout ce dont on a parlé sur le fait d'être progressif tout au long de sa compétition et il faut pas chercher à enterrer le match au squat ou enterrer le match au bench. Ça sert à rien. Il n'y a jamais personne qui a enterré personne. Et c'est le meilleur moyen de vous louper une barre ou d'avoir un refus sur une position qui était peut-être un petit peu litigieuse parce que vous avez poussé trop proche de vos limites. Et c'est le meilleur moyen de vous enterrer vous-même, en fait. Donc je comprends dans ce sens-là. Maintenant, si vous êtes à ce niveau de compétition, que vous avez des adversaires bien définis, qui ont des possibilités de total bien définies, et vous devez jouer le match, là, faut sortir la calculette et faire à peu près tout ce qui est possible. Tous les calculs, toutes les conditions, en tout cas tout ce qui peut se passer, il faut l'avoir prévu, quoi. Il faut l'avoir anticipé. Mais ça, c'est Ouais, il y a des petits edges plutôt à le job avoir, du hein. coach, hein. Oui, je suis d'accord. Effectivement, s'il parle en tant qu'athlète, ouais, je suis d'accord que c'est sûr qu'en tant qu'athlète, normalement, tu regardes pas forcément avant le deuxième deadlift. Donc ça, c'est le versant athlète. Euh, Maintenant, si vous avez plutôt le versant coach ou vous vous occupez d'une compète, il y a plein de petits avantages à avoir. Plus vous montez en niveau, plus il y a de la concurrence, plus il y a des avantages à prendre et des sélections de charges qui doivent être faites de manière smart. C'est pas que ouais, je fais plus 15, ensuite je fais plus 5 ou plus 10 et c'est tout. Il faut prendre en compte ce que font les autres. Il y a des médailles par mouvement quand vous arrivez à l'inter, donc ça se prend aussi ces médailles-là. Il y a des records potentiellement Ouais. desquels vous êtes éligible. Prendre un record, c'est potentiellement sortir de la phase 2,5 en 2,5 et prendre un avantage de 0,5. Donc derrière, forcer quelqu'un sur son troisième essai au deadlift ou son deuxième essai au deadlift pour pouvoir vous matcher, devoir faire encore 2,5 de plus parce que vous avez pris cet avantage de 0,5. C'est plein de choses qui font que d'ailleurs au dernier championnat de France, ça a fait partie de nos stratégies avec Yoann, notamment pour Thomas, et même pour moi d'ailleurs en somme. Mais
prendre les bons avantages au bon moment. Bon, voilà, après, si on redescend de niveau, c'est des choix un peu plus basiques, mais il faut quand même les faire. Et plus on monte en niveau, plus il faut avoir des vraies stratégies dans la sélection de charges. Il ne faut pas avoir peur de annuler une première barre, la changer même de 2,5 kg, jouer un peu mind game sur les bords, même si bon, ça c'est un petit peu galvaudé en FA, faut pas non plus déconner, mais par exemple sur les deuxième et troisième essais, l'annonce des barres selon votre ordre de passage, c'est très important. Surtout si vous menez, ou alors si vous êtes challenger, de pousser les gens à faire des ajustements au niveau des barres. Bref, il y a plein de petites choses qui sont très intéressantes d'ailleurs à faire en tant que coach, qui sont très très galvanisantes, et c'est souvent le moment où l'athlète, lui, il est un peu dans l'incompréhension, je sais pas ce que je vais faire et tout. C'est à ce moment-là que l'athlète doit vraiment être dans sa bulle et se dire, voilà, il y aura une troisième barre, je me concentre même pas, je sais pas si je suis champion, troisième, quatrième, machin, mais la troisième barre, elle est super importante, la deuxième barre aussi, et j'y vais, je tire. Là, c'est le moment de grâce pour les coachs, parce que c'est là où on a le rôle le plus prépondérant dans la réussite ou non de la compétition de l'athlète, et c'est le moment le plus... Et quand ça marche, ou quand ça marche pas, hein, ça arrive, hein, c'est comme ça. C'est des moments très satisfaisants, et là on prend beaucoup d'expérience, on en a pris beaucoup dans les championnats de France, notamment parce que j'étais avec toi Johan, j'étais même avec toi au championnat de France d'avant, mais là ces championnats de France là il y avait du gros niveau dans notre roster, et ça a permis de prendre beaucoup d'expérience, c'était très cool. Mais ouais, en tant qu'athlète je suis d'accord, prends pas la concu en compte tout court, à la limite. Après voilà, si vous êtes drivé par la compétition, l'aspect compétiteur pur et dur, savoir votre coach qui vous dit bah tu fais celle-là et t'es premier, ou je sais pas, ou tu fais celle-là et on est bien, ça peut être pas mal pour lancer une dynamique pour l'athlète. Moi c'est vrai que j'aime bien aussi savoir, voilà, celle-là c'est pour le podium, celle-là c'est pour tac, celle-là c'est pour consolider de l'avance. Fais celle-là sinon t'es mort. Bon, tout le monde réagit pas pareil. Moi j'ai été face à cette situation où fais celle-là sinon ta saison elle est finie. Championnat de France 2021, j'ai fait une compète calamiteuse, une prépa moyenne, mais surtout une compète calamiteuse. J'arrive au terre qui est pas mon mouvement le plus fort, et il fallait que je tire un PR, un truc que j'étais en tradi 2 semaines avant. Là je suis en sumo et il faut que je tire un all-time PR le jour de la compète sur le 3e essai pour potentiellement être premier, ou en tout cas m'assurer une place à l'inter. Et bah, en vrai c'était super stimulant pour moi, mais peut-être qu'il y a des gens ça va les terroriser, je sais pas. Mais là c'est là que c'est intéressant. C'est vrai que le terre c'est là où t'as toutes les... Que t'es un petit ou un gros terre d'ailleurs, hein, parce que à partir du moment où t'es dans la compétition, c'est l'avancement de ton total qui va compter, plus que lui il fait 300, moi je fais 270, c'est plus la gestion du total. Hein. Sinon tout le monde gagnerait avec un gros deadlift. Mais c'est des moments super stimulants, c'est des super moments, vraiment. Que ce que vous jouiez un PR au total, que vous jouiez une qualification, que vous jouiez face à des concurrents, quand il y a du match, ouais, c'est toujours plus sympa. Donc voilà, bon, c'était peut-être une petite digression. On a fait un long podcast aujourd'hui, mais bon, en même temps, il y a beaucoup de choses à dire sur le jour de la compète. Que ce soit une compète réussie ou plutôt une compète tendanciellement un peu plus ratée, dans tous les cas, il y a des enseignements à en tirer. Il y a des ajustements qui vont être faits sur votre calendrier de compétition selon votre niveau. De nos jours, il y a plein de compétitions de partout. Il y a des compétitions avec des cash prize, il y a des compétitions plus ou moins grosses, même à petit niveau. Donc, ajustez votre calendrier, tournez-vous vers la suite, regardez ce que vous pouvez faire pour juste devenir meilleur compétiteur, meilleur tout court, plus fort, et kiffez un peu votre pratique. Franchement, ça mérite d'être apprécié. Soyez pas toujours dans le côté pessimiste. Oui, mais j'aurais pu faire mieux. Oui, mais j'ai fait de la merde. Ça arrive, c'est une carrière sportive. Vous avez fait du foot, vous avez fait des sports co, vous avez fait tous les matchs parfaits peut-être. Est-ce que toutes les semaines vous vous dites ah non, j'arrête là, c'est foutu, là on a perdu. Bah non, faut pas s'arrêter là, quoi. Faut pas s'arrêter là. Un petit mot, Johan, avant de conclure. Ouais, quelque chose qui a pas grand-chose à voir avec notre sujet, mais en tout cas, n'oubliez pas qu'avant d'être des athlètes, et pour la plupart, on n'en est pas vraiment, on est supposé athlète amateur. Oh, comment ça? Euh, Moi, je suis champion du monde, moi. Hein. Moi, Ronaldinho, machin chouette, je m'en bats les couilles. Hein. ouais, Moi, je fais de la force athlétique, hein. Je porte du SBD, attention. ouais, c'est un vrai sport, attention. Hein. Tu vois, sport Attention. quoi. Attention, hein. Attention, parce que si je faisais 6 mois de jiu-jitsu, peut-être que ça se transférerait bien sur ma avec la force, et peut-être que dans 6 mois, je te marre, hein, fais gaffe. Ouais, prends 20 kilos après, on en parle.
Ouais, 20 centimètres aussi, ce serait pas mal. Peut-être. Non, non, mais n'oubliez pas que vous Ouais, êtes. toi, je te plie. Hein. Toi, je te plie. Moi, je te le Ouais, dis de suite, je te plie. non, mais n'oubliez pas que vous êtes des hommes et soyez un minimum agréable à Quoi? vivre en Ah, compétition. putain, j'ai cru que t'allais dire oubliez pas, vous êtes des hommes, pas des PD ici. Hein. Non, Vous êtes des êtres humains, voilà. vous êtes des êtres humains avant d'être des athlètes peut-être. Donc soyez un minimum agréable. Remerciez les arbitres, remerciez les gens qui organisent la compétition. Ne foutez pas le bordel. S'il y a des zones de talc et des zones de magnésie, respectez-les. Éparpillez pas vos affaires comme si vous étiez à la maison. Voilà, deux, trois petites choses simples, mais qui vous permettent d'être appréciés et de donner une bonne image, au moins de votre sport, de votre équipe, de votre club, de votre coach, peut-être, hein, euh, voilà, qui donne envie aux organisateurs, parce qu'avec Andrea, on a organisé des compétitions à Nice, et c'est vrai que des fois, on n'a plus envie d'en organiser, donc continuez à être des personnes agréables. Ok, boomer. C'est quoi cette homélie là? Non, mais t'as quel âge? Et Mec, il a 22 ans, quoi. Il a 22 ans. Parfois, on se dit, voilà, entre quatre yeux, à quoi ça sert, à quoi bon au final, tu vois. Il y a le crédit de la maison, il y a le chien, il y a les enfants, et on se dit, bon, non, c'est trop pour moi. Ouais, je déconne. Allez, on clôture. Merci à tous pour votre écoute si vous êtes arrivés jusque-là, en tout cas. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un suivi en force athlétique, streetlifting, strongman aussi, on en a. N'hésitez pas à nous contacter sur Nikaya Powerlifting directement en DM sur Instagram. Vous pouvez consulter nos offres, nos prix, notre merchandising sur le site nikayapowerlifting.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un sacré podcast qui traitera du coup du streetlifting avec une invitée intéressante. Et j'ai hâte de vous retrouver à la semaine prochaine. à la semaine prochaine.